Le PDG dans le fruit. Malgré ou à cause de ses origines bourgeoises, dès son plus jeune âge, il avait décidé de détruire la société. Mais pour parvenir à ses fins, méprisant l'action directe qu'il jugeait trop souvent inefficace, voire naïve, il choisit une voie bien plus subtile, bien plus dangereuse, bien plus difficile. Il décida de faire semblant de s'intégrer dans la société réactionnaire et de la détruire de l'intérieur. Bref, il serait comme un ver dans le fruit. Il ne se confia à personne, pas même à ses parents, pas même à ses camarades. Le grand révolutionnaire, le doctrinaire, doit être seul. Après avoir fait d'excellentes études, grâce à ses diplômes, et aussi à son père, homme respectable et bien pourvu en relations mondaines, il réussit à entrer dans une très importante compagnie. Ce fut sa première victoire. Une victoire dont avait fait les frais un père borné et heureux de voir son fils prendre un bon départ dans la vie, l'imbécile, et la compagnie qui lui payait un excellent salaire, autant de prix sur la société pourrie. Il fêta cela dans le studio que son père lui avait offert dans un quartier résidentiel et que sa mère, pauvre femme, avait meublé avec amour. Mais, une fois dans la place, il ne fallait pas faire de bêtises. Il fallait continuer à donner le change, tout en poursuivant l'œuvre destructrice. Grâce à son travail acharné et à ses intrigues, il réussit à gravir rapidement les échelons de la hiérarchie. Chacun de ses collègues écartés représentait une nouvelle victoire. Oh, une petite victoire! Mais le combat révolutionnaire est fait de ces escarmouches sourdes et modestes, mais combien efficaces. Qui se serait méfié de ce jeune homme, apparemment ambitieux, vêtu avec recherche, conservateur dans ses goûts et ses opinions qu'il affichait volontiers? Et puis, il eut un nouveau coup de maître. Il épousa la fille d'un gros actionnaire de la compagnie. Pour les invités du mariage, son sourire de triomphe à la sortie de l'église pouvait passer pour l'expression d'un grand bonheur. Pauvre Marie-Guilaine, elle aussi se laissa prendre, car il ne l'avait pas mise dans la confidence, bien sûr. Ce n'était qu'une victime de plus dans sa lutte, mais le révolutionnaire ne peut pas se laisser aller à la pitié, mélancolique et décadent plaisir bourgeois. Pour l'instant, Marie-Guilaine était heureuse dans le splendide appartement que son père, crétin, avait offert aux jeunes mariés. Elle organisait des dîners en parfaite maîtresse de maison et lui, il devait faire un effort pour ne pas éclater de rire au nez des hommes politiques, députés, ministres et autres suppôts du régime qui s'y pressaient. Ah, s'il savait. Chef de service, sous-directeur, directeur, vice-président, il devint enfin président, directeur général de la compagnie. Tout seul, dans son grand bureau, le jour de son intronisation, il ne put s'empêcher d'avoir un grand rire amer. Il poussa le plaisir masochiste jusqu'à arroser ça d'une fine Napoléon, fleuron du petit bar caché sous les lambris luxueux de son antre. Mais il fallait toujours faire attention. Il ne fallait pas éveiller les soupçons et continuer à jouer son rôle, de plus en plus difficile. La société ignorait qu'un destructeur était dans la place. Il accepta donc de bonne grâce les honneurs, titres, décorations, postes honorifiques. Il créa dans les usines de la compagnie une véritable milice, chargée de briser les grèves et de pourchasser les contestataires maladroits. Ah, c'est qu'il était habile, le bougre. Un incident entre ses forces de l'ordre, ça le faisait rire, et quelques jeunes contestataires se termina tragiquement.
Ses réactions publiques, son témoignage au procès, lui valurent de se voir brûler en effigie. Des pierres brisèrent les vitres de son bureau. Tout cela était parfait. Tout cela faisait partie du plan. La société voyait en lui un de ses plus solides piliers. Même un de ses fils, le cadet, s'y laissa apprendre et quitta la maison en claquant la porte et en éructant des injures envers son père héroïque, mais incompris. Il resta stoïque. Mais Marie-Guylaine ne s'en remit pas et mourut peu après. Pauvre Maggie, elle non plus n'avait rien compris. Les voies du révolutionnaire sont parfois dures, mais c'est à ce prix et à ce prix seulement que l'on peut faire progresser le grand combat. Il poursuivit son action. PDG d'un trust, député d'un parti de droite, ministre, c'était déjà un vieillard quand il sentit sa fin approcher. Il mourut enfin, seul dans son château. Le docteur entendit son dernier ricanement. Il les avait bien eus, tous. Et son enterrement, auquel assistaient les corps constitués, fut la dernière victoire du vieux lutteur, du vieux révolutionnaire irréductible, l'ami célibataire. Je suis célibataire et j'ai des amis. Je suis donc un ami célibataire. Eh bien, croyez-moi, ce n'est pas une affaire. À partir du jour où un de vos copains, un large sourire bête aux lèvres, vient vous annoncer que tout compte fait et d'un commun accord, il a décidé d'épouser Irma et qu'il tient absolument à ce que vous, son meilleur ami, soyez son témoin au mariage, à partir de ce jour-là donc, les choses se compliquent. Irma, c'est normal, a pris comme témoin sa meilleure amie, Lucie. Irma étant assez jolie, sa meilleure amie Lucie est une horreur gloussante et rougissante, pleine d'arrière-pensées, c'est logique. Ça vous occupe pendant le voyage de noces de vos amis, car il vous faut fuir l'horreur gloussante, encouragée par les épais sous-entendus de votre copain, tout à son nouveau bonheur. Tu devrais faire comme moi, vieux. Qu'en pensez-vous, Lucie? Hein? Mais ça ne fait que commencer. La lune de miel étant terminée, vous remarquez qu'Irma éprouve pour vous une vive antipathie. Vous êtes le voyou qui a connu son mari avant elle, le mauvais génie qui a entraîné le pauvre Chou dans toutes les turpitudes de sa vie de garçon, alors que le pauvre Chou n'avait jamais eu le moindre besoin d'entraînement quand il avait décidé que l'heure des turpitudes était arrivée. Vous espacez vos visites, et votre ami se sert de vos absences pour expliquer à Irma que s'il doit sortir ce soir, c'est parce qu'il va vous visiter dans la clinique où vous venez de subir une grave opération. Cet imbécile, ayant omis de vous prévenir de votre rôle d'alibi, vous gaffez. Ce qui provoque une grande scène de ménage, mais par contre, devant votre éclatante innocence, Irma avoue avoir été un peu injuste vis-à-vis de vous. Irma vous accepte maintenant. Elle vous accepte tellement que c'est au tour de votre ami de se méfier de vous. Et puis, il vous en veut toujours pour le coup de la clinique. Enfin, tout s'arrange car l'enfant arrive. Celui d'Irma, bien entendu, et de votre copain, souhaitons-le. Vous passez une nuit interminable à tenir la main de votre ami et vous subissez toutes les douleurs de la paternité, sans aucun désavantage. Au cadeau de mariage se joint le cadeau de baptême et, vous qui n'aimez pas bricoler, après avoir aidé les jeunes mariés à s'installer, vous peignez les girafes qui vont orner la chambre du petit nouveau. Ce coup-ci, ça y est,
Vous êtes l'ami attitré. On vous invite souvent et on vous fait une cuisine simple mais saine car, pauvre vieux, vous êtes célibataire et vous vous nourrissez exclusivement dans les restaurants et ce n'est pas là que vous trouverez une nourriture comme celle-ci. C'est très vrai et c'est une des raisons pour lesquelles vous restez célibataire. Vous haïssez la cuisine simple mais saine. Et votre idée de la félicité en gastronomie, c'est le beurre persillé et la touffe de cresson que l'on ne trouve que sur et autour des entrecôtes des restaurants. Ami de la famille, vous êtes l'éternel 14e à table et 4e au bridge, quand l'horreur gloussante est invitée. On ne se gêne pas pour vous. Vous êtes de la maison, sauf bien sûr quand c'est vous qui gênez. Pas ce soir, vieux, nous avons du monde et nous serons 12. On pense vous élever vers un Éden de pure joie parce que le petit nouveau vous appelle tonton et qu'il saute brutalement sur vos genoux pour se livrer à son jeu favori qui consiste à appuyer son doigt sur votre ventre car l'élasticité de ce dernier le fait rire aux éclats. Et si vous omettez de faire tring à ce moment, on considère que vous avez violé les lois les plus élémentaires de l'amitié. Et puis les années passent, et les choses se gâtent entre Irma et son mari. Témoin de leur mariage, il vous demande d'être le témoin de leur dispute. Ne te marie jamais, mon vieux. Se marier? Qui voudrait l'épouser, celui-là? Même pas cette pauvre Lucie. Ah, ils sont beaux, tes copains. Permettez. Ah, vous, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mais fous-lui la paix. Ah, ben bravo. Défends tes voyous de copains contre ta femme. Les hommes, vous êtes tous pareils. Je retourne chez maman. Bouh. Ben, félicitations, vieux. Hein. Tu as bien envenimé les choses. Hein. Calme-toi, ma chérie. Bonsoir, tonton. Dring. Et puis un jour, excédé, vous disparaissez. Vous apprenez alors que vos amis sont horriblement vexés et surpris. L'ingrat, gémissent-ils. Ah, il a dû trouver une traînée quelque part. Il était pourtant bien content de nous avoir quand il était seul. Plein régime. Assez épais, cylindrique, légèrement renflé à l'équateur, possesseur d'un double menton, mais souffrant d'une totale absence de volonté, je n'ai jamais songé à suivre un régime pour maigrir. Tout os et tout graisse, sans un gramme de muscle, je ne me pèse jamais, mon cas n'est pas glandulaire et, sans être un gros mangeur, je suis un mangeur gros. Ma silhouette n'attire pas spécialement les regards et, à part l'une ou l'autre petite vexation, je ne songerai jamais à ce problème de poids. Par exemple, allant une fois acheter un costume, le vendeur me dit aimablement « Monsieur n'a pas à s'inquiéter, monsieur est facile à habiller », avant de hurler à la cantonade « Une veste 46, un pantalon 52 !» Je n'y songerai jamais si les gens qui suivent un régime n'avaient pas cette odieuse manie du prosélytisme. Toute personne qui se prive de quelque chose veut en priver les autres, c'est bien connu. Et je ne compte plus les mangeurs de biscottes qui ont voulu m'arracher le pain de la bouche. Ceux qui suivent un régime peuvent se diviser en deux catégories principales, les femmes et les hommes. En mélangeant les deux catégories, on en obtient une troisième qui, dans le cas qui nous occupe, a de l'importance, le couple. Les femmes suivent les régimes amaigrissants par coquetterie. Elles ne trichent pas en général. Aidées par une volonté de faire, elles parviennent à subsister avec le régime que m'ont imposé les circonstances lors de mes débuts dans la vie. Période sinistre que j'adore raconter avec un certain attendrissement et des rires amusés. Surtout la fois où j'avais de quoi acheter un sandwich ou un ticket de métro, mais pas les deux, et voilà que je m'attendris de nouveau. Les hommes suivent un régime amaigrissant pour 3 raisons. 1. Leur femme.
Mais regarde-moi ça, mon pauvre ami, cette brioche te vieillit de 10 ans. Deux, la peur. Tu te rends compte de ce que ça représente pour le cœur de porter tous ces kilos superflus? Chaque kilo en trop, c'est une année de vie en moins. 3. L'approche des vacances. Tout seul, chez lui, l'homme, sommairement vêtu de son slip de bain, se regarde dans un miroir en pinçant avec horreur du pouce et du majeur des bourrelets inesthétiques. Tous les hommes trichent. Car, en vous reprochant de ne pas suivre leur courageux exemple, ils utilisent plusieurs systèmes pour échapper au régime, surtout dans les restaurants, loin de la surveillance conjugale. Une des méthodes les plus populaires, c'est de commander ce qui n'existe pas. Par exemple, dans un bistrot des Halles ou de la Villette, demandez « Vous avez des biscottes de régime ?» Non ? Ah, zut. Mais bien, tant pis. Mais apportez le beurre, parce que moi, le pain sans beurre, je ne le digère pas. Il y a aussi le mensonge pur et simple. Les truffes à la crème, je peux manger. Il n'y a pas beaucoup de calories. Mais pas trop de crème tout de même. Ils peuvent y aller avec leur pas trop de crème. Aucun danger. Tout restaurateur sait qu'il ne s'agit là que d'une fausse pudeur de jeune fille. Après la fausse pudeur, il y a le faux héroïsme. Il suffit de choisir un mets dont on a horreur et de dire « Moi, mon vieux, je ne mange jamais, jamais d'épinards. Un plat de frites te fait moins grossir qu'un plat d'épinards. C'est pour ça, moi, les épinards, eh bien, mon vieux, c'est fini. » Enfin, après tous les excès de la table, quand le garçon demande s'il doit servir du café, il y a un ton pour dire « Ah oui, du café !» qui laisse supposer que cette tasse de café va réduire à néant le pâté du chef, le marcassin avec sa purée de marron, le plateau de fromage et la tarte avec pas trop de crème tout de même. Une dernière petite astuce après avoir copieusement mangé de tout, dire « Ah, mais de ça je vais en prendre !» Pour le couple, c'est toujours la femme qui prend l'initiative de suivre un régime en précisant « C'est bien pour que tu ne sois pas tenté que je fais le régime avec toi, hein ?» J'ai connu un couple, petit et rond, qui voulait être grand et maigre et qui, par conséquent, suivait souvent des régimes. Assez strict à la maison, mes amis l'étaient beaucoup moins au dehors. Étant invité chez eux un soir où ils avaient le droit de manger des laitages, et rien que des laitages, après le yaourt qui a suivi le fromage blanc, je leur ai proposé de dîner avec moi le lendemain, au restaurant. Ils sont arrivés et m'ont aussitôt prévenu que, de toute façon, ils ne comptaient pas dîner et que je devrais tout de même faire attention parce que j'avais des tas de kilos en trop pour les centimètres. Ils ont consulté le menu avec une moue dégoûtée et ils ont décidé que les huîtres ne pouvaient en aucun cas leur faire du mal. Mais pas de pain de seigle, hein, ont-ils précisé. Ils ont tout de même accepté de manger toutes mes tartines parce que des huîtres sans tartines, c'est impossible à digérer. « Oh, du boudin !» a crié mon ami pendant que je commandais ma grillade. « Bon, d'accord, mais demain, mon petit vieux, on se remet au régime, hein ?» a dit sa femme. Ils ont pris du boudin avec de la purée, ils ont résisté avec énergie à l'envie de commander des épinards, mais ils se sont laissés tenter par le camembert qui était bien. La tarte aux pommes, ça, ils en ont pris. Et sur le ton du sacrifice librement consenti, ils ont crié en chœur « Ah oui, du café !» C'est ça le plus merveilleux, et c'est là où je voulais en venir. Si les régimes font disparaître les kilos, ils laissent le culot intact. Car
quand je n'ai pas voulu boire du café, sous prétexte que ça m'empêchait de dormir la nuit, ils m'ont assuré que j'étais en train de creuser ma tombe avec les dents, prévoyance et haricots. Je sortais de chez moi en pensant à toute autre chose quand j'entrai en collision avec un monsieur lourdement chargé. Sous le choc, un des paquets qu'il portait s'écrasa sur le trottoir, laissant échapper un flot de haricots blancs. Je priai le monsieur de m'excuser et je m'accroupis à côté de lui pour l'aider à ramasser les haricots. « J'ai horreur des haricots, » soupira-t-il. « Mais que faire ? Quand on voit ce qui se passe dans nos universités, au Moyen-Orient, à la CID et à la CGT. » Je le regardai, surpris, sans cesser cependant de glaner les haricots, car je ne voulais en aucun cas le contrarier. « Monsieur, m'expliqua-t-il, je fais partie des prévoyants qui achètent des légumes secs, des pâtes, du riz, de l'huile, du sucre et de la farine, chaque fois que la situation politique devient inquiétante. Ce sont, comme vous le savez, les denrées les plus faciles à conserver et les plus aptes au stockage. Parce que vous croyez que les choses sont à ce point préoccupantes ? Lui demandai-je inquiet. Il vaut mieux se méfier, mon bon monsieur. J'ai commencé à stocker en 1948, lors du blocus de Berlin. En 1953, j'ai continué avec la guerre de Corée et la chute de Dien Bien Phu. J'ai renouvelé mes stocks en 1955, avec l'affaire de Suez, et en 1960, au moment du putsch d'Alger. Ne parlons pas de mai 1968, ni du départ du général. Vous devez posséder des stocks considérables. Mais non, il faut consommer. L'huile devient rance, les denrées moisissent, les charançons s'en mêlent. Alors, pendant les périodes calmes, je mange mon stock. Heureusement qu'il se passe toujours quelque chose qui me permet de le reconstituer. D'ailleurs, mon épicier suit la politique de près et me prévient dès qu'il y a un risque. Là où je n'ai pas compris, c'est quand il m'a mis de côté 12 livres de sucre pour le manifeste de JJSS. Enfin, il vaut mieux être prudent. Et ça ne vous fatigue pas de vous nourrir de légumes secs ? Bien sûr. Mais un jour, il y aura vraiment pénurie de nourriture. Et alors, j'échangerai mes stocks contre du beurre, des œufs et du fromage. Et je pourrai enfin me taper la cloche, comme sous l'occupation. Et il s'en alla, guilleret, semant derrière lui une traînée de sucre en poudre. Tous des méchants. Sans pour cela faire preuve d'originalité, il m'est arrivé de déclarer que les gens étaient méchants. Certaines personnes se sont récriées. Il ne fallait pas généraliser, il y avait des exceptions. Ce sont des phrases toutes faites. Les autres sont peut-être méchants, mais moi, je n'ai jamais commis une méchanceté de ma vie. Billevesée. Il n'y a pas d'exception. Et pour le prouver, j'ai choisi au hasard 5 situations qui excitent infailliblement notre penchant à faire du mal et à nous en réjouir. Prenons l'ascenseur. Pour des raisons assez mystérieuses, nous n'aimons pas partager l'ascenseur avec des inconnus. Quand nous entrons dans un immeuble et que nous apercevons du coin de l'œil une personne qui nous suit, nous nous précipitons vers l'ascenseur, nous refermons les portes rapidement, tout en appuyant sur le bouton correspondant à notre étage. Et tandis que la machine s'élève, nous voyons l'adversaire se casser le nez sur la porte close. Eh bien, se trouvera-t-il quelqu'un pour nier que nous éprouvons alors une intense satisfaction ? Cette satisfaction, les enfants, ça s'appelle de la méchanceté. Vous êtes assis au volant de votre voiture que vous venez de garer le long du trottoir. À ce moment, un autre automobiliste arrête son véhicule à côté du vôtre et vous pose la question traditionnelle. « Vous partez ?» Vous répondez par un signe négatif du doigt. Et si vous aviez un miroir,
vous constateriez que vous accompagnez ce geste d'un sourire seulement comparable à celui que devait avoir Attila quand il observait l'état des pelouses après le passage de son cheval. Vous vous trouvez dans un train ou dans un quelconque moyen de transport en commun et vous lisez votre journal. À ce moment, vous remarquez que la personne en face de vous essaie de déchiffrer la page qui se trouve devant elle. Cette personne ne vous gêne pas. Elle est silencieuse et ne vous empêche nullement de poursuivre calmement votre lecture. Et pourtant, vous commencez à faire toutes sortes de choses mesquines pour ennuyer votre vis-à-vis. Vous pliez votre journal en 8. Vous le remuez. Vous tournez la page. Vous changez de position. Bref, vous ne lisez plus. Vous empêchez l'autre de lire. Vous êtes invité à un dîner. L'ambiance est bonne et une grande cordialité s'est établie autour de la table. Vous avez de la sympathie pour tous les convives et vous êtes d'excellente humeur. Tout d'un coup, le monsieur ou la dame qui se trouve à côté de vous renverse de la sauce sur ses vêtements. Je vais peut-être vous faire honte, mais avouez-le. Vous vous en réjouissez. Parfaitement. Vous venez de retrouver les sentiments de nos grands anciens quand, d'un pouce inversé, ils aggravaient les soucis immédiats du gladiateur vaincu. Et vous ajoutez le sadisme à la méchanceté en donnant des conseils au sujet de la façon de faire disparaître la tache, car l'idée de voir vos voisins de table rincés à l'eau chaude ou saupoudrés de talc vous cause un plaisir aussi malsain qu'inexplicable. Enfin, bien que méchant, vous aimez vous distraire et vous allez au cinéma. Il faut faire la queue pour entrer et ce n'est pas agréable. Comment vous consolez-vous? En regardant la queue qui s'allonge derrière vous et en constatant avec un sourire gourmand. Eh bien, il y en a du monde. Les derniers ne sont pas près d'entrer. Ça ne vous avance pas qu'il y ait du monde derrière vous. Ça ne vous donnera pas une meilleure place et ça ne vous fera pas entrer dans la salle de spectacle 1 minute plus tôt. C'est donc de la méchanceté de la pire espèce, de la méchanceté gratuite. Et que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi après avoir lu cet article me jettent la première pierre par retour de courrier. Je suis bien tranquille parce que je suis sûr que je suis dans le bon.